Eh bien, bonjour à tous. Donc après l'intervention de ce matin extrêmement claire sur la formation initiale, cette table ronde a pour objectif d'explorer plutôt le sujet de la poursuite de la formation tout au fil de la carrière. Donc on aura le plaisir d'avoir deux intervenants. Donc Tatiana Henriot, qui nous parlera plus spécifiquement du sujet des infirmières de pratique avancée, qui est une nouvelle profession en fait, en train d'émerger. Et puis Monsieur Thébault, qui nous parlera lui plus spécifiquement de l'adaptation du développement professionnel continu, donc en lien avec l'évolution de ces nouvelles pratiques de soins. Voilà. Donc on va commencer par le sujet des infirmières de pratique avancée et puis on poursuivra avec l'intervention de Monsieur Thébault sur le développement professionnel continu. Voilà. Bonjour à tous. Donc tout à l'heure, on a parlé des nouveautés dans les études médicales. Donc là, on va aborder les nouveautés dans les études infirmières. Donc création d'un nouveau métier avec une nouvelle pédagogie universitaire, c'est pas simple. Ça va pas être simple non plus à déployer dans les services, que ce soit dans les établissements ou en libéral. Et donc Tatiana, qui m'a fait bien un peu le résumé dans sa carrière professionnelle, qui est infirmière depuis plus de 20 ans, qui a fait de l'intérim, de l'hospitalisation à domicile, qui est porteuse de projet d'une maison de santé pluridisciplinaire, qui est en train de faire sa validation d'études secondaires. Donc dans 2 mois avec Julie, ça sera les premières IPA de France, voilà, et qui en plus est présidente du tout nouveau syndicat des infirmières de pratique avancée UNIPA. Voilà. Alors merci à tous de me permettre d'être là aujourd'hui, d'avoir cette tribune de communication. Comme on l'a présenté, je suis infirmière libérale depuis 2003 et je suis présidente de la maison de santé, de l'association qui porte le projet de la maison de santé de Thoiry, Rhapsody, et je suis aussi présidente de l'Union nationale des infirmières en pratique avancée, qu'on a créé là au mois de février en tant qu'étudiante pour accompagner notre implantation et notre arrivée à partir du mois de juillet et ensuite accompagner ce nouveau métier qui apparaît dans le paysage du système de santé français. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une infirmière en pratique avancée ? Je vous ai mis la définition du Conseil international infirmier de 2008. L'infirmière qui exerce en pratique avancée est une infirmière diplômée qui a acquis des connaissances théoriques, le savoir-faire nécessaire aux prises de décision complexes, de même que les compétences cliniques indispensables à la pratique avancée de sa profession. Les caractéristiques de cette pratique avancée sont déterminées par le contexte dans lequel l'infirmière sera autorisée à exercer. Un diplôme de type master est recommandé. Donc ça, c'est une définition qui avait été donnée en 2009 par le Conseil international infirmier. Aujourd'hui, en France, l'universitarisation des professions de santé nous permet de rentrer dans le système LMD. Et donc, cette formation et ce nouveau métier s'inscrit donc dans la continuité de la licence en santé avec le master qui ouvre le droit à un titre au diplôme d'infirmière de pratique avancée. Ce métier va s'exercer en autonomie, c'est-à-dire qu'on sera responsable de nos actes. Donc moi, je suis en VES à Diderot depuis le mois de septembre, parce qu'en fait, j'avais fait un master préfiguratif, et donc j'ai pu valider un certain nombre de CTS, ce dont on parlait tout à l'heure, ce qui m'a permis d'intégrer la 2e année du DE d'infirmière en pratique avancée. Alors, je vais vous expliquer d'un point de vue du contexte pourquoi on arrive là et quelle a été la volonté. Il y a eu plusieurs rapports en France qui ont été faits, notamment le rapport Berland. Et puis ensuite, nous avons, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à la modification du contexte national, une population vieillissante, des pathologies chroniques qui augmentent avec le vieillissement de la population, un accès aux soins qui devient hétérogène et qui peut favoriser le renoncement aux soins ou la rupture de soins,
et une démographie médicale qui est en tension. Et surtout, je vais vous parler de ce que moi je connais, puisque c'est ce sur quoi je travaille depuis maintenant 4 ans, des nouvelles organisations de travail. Donc ce matin, on n'en a pas trop parlé, on a parlé beaucoup du changement dans les études, mais en fait le changement dans les études, il se fait parce que ça change aussi au niveau des territoires. Et la réorganisation du fonctionnement au niveau des territoires ouvre, donc on parle notamment des MSP, des ESP, des CPTS, et aujourd'hui on doit faire le lien entre le ville et l'hôpital. Donc toutes ces nouvelles organisations sont c'est là où en fait toute notre expertise va s'exprimer. Les enjeux de ce nouveau métier. Donc, je vous en ai mis quelques-uns, hein, c'est pas exhaustif. Le maintien à domicile, le virage ambulatoire, la multiplication des intervenants dans le parcours de santé et les parcours de vie de nos usagers, la reconnaissance des droits des usagers avec la démocratie sanitaire et les inégalités de répartition de certaines professions libérales. Le contexte législatif. Donc, l'article 119 de la loi de santé de 2016 introduit la notion de pratique avancée. Alors, elle n'est pas spécifique aux infirmières, mais par contre, elle est spécifique effectivement aux professions de santé ou auxiliaires médicaux, comme c'est noté dans le Code de la santé publique. Où va s'exercer ce nouveau métier au sein d'équipes de soins primaires coordonnées par le médecin traitant, ou alors au sein d'une équipe de soins en établissement de santé, dans les établissements médico-sociaux coordonnés par un médecin, en assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires ou en pratique ambulatoire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que va faire la pratique avancée ? Donc, les activités d'orientation, d'éducation, de prévention et de dépistage. Un acte d'évaluation et de conclusion clinique avec des actes techniques et des actes de surveillance clinique et paraclinique. La prescription de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire. Des prescriptions d'examens complémentaires et de renouvellement et d'adaptation de prescriptions médicales. Tout ça va s'exercer par le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée, qui aura le titre et qui sera responsable de ces actes. Suite à la loi de santé 2016, les décrets d'application sont sortis le 18 juillet 2018. Donc il y a 2 décrets et 3 arrêtés qui spécifient plus les fonctions qu'une infirmière en pratique avancée va pouvoir faire. Donc elle va avoir dans un premier temps des activités d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage, des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et de prescription. Elle va pouvoir exercer dans différents domaines. Pour l'instant, il y en a 3, les pathologies chroniques, l'oncologie et la maladie rénale chronique. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en ambulatoire, en établissement de santé et en équipe coordonnée au moyen de partenariats et de protocoles d'organisation. Quelles sont les compétences de l'IPA et pourquoi une formation de 2 ans supplémentaire ? Donc, l'année dernière, il y a eu le congrès du CDF qui s'est tenu à Bordeaux et les définitions ont été reprécisées. Enfin, il faut savoir que la pratique avancée existe au niveau international dans 70 pays. Elle existe aux États-Unis depuis les années 1960-1970. Et pour la partie francophone, on va dire que ça a une 30aine d'années. Donc au niveau international, on a déjà des exemples de ce que peut être la pratique avancée dans le paysage du système de santé. Et qu'est-ce qu'elle peut apporter en plus-value et en intérêt pour les soins de nos populations. Donc l'IPA va développer sa pratique clinique, qui est centrée bien évidemment sur les besoins de l'usager. Et elle va pouvoir prendre en charge des situations complexes ou des situations spécifiques. C'est le cas
en ambulatoire ou dans des domaines très particuliers comme la douleur, l'oncologie, les soins palliatifs, où là, elle va avoir développé une expertise propre et donc elle va pouvoir prendre en charge ces situations spécifiques. C'est un exercice qui est basé sur l'épreuve. On en parlait ce matin, enfin tout à l'heure, sur l'exercice, l'évidence clinique médicale. Nous, on a l'évidence clinique nursing, avec un haut niveau d'autonomie et une maîtrise. Donc c'est un niveau de maîtrise universitaire et un fort leadership qui s'appuie sur, qui vise la transformation des systèmes de soins. Donc je vous ai mis les compétences de consultation en recherche, puisque effectivement c'est par là que passe la formation universitaire, entre autres. Avec à terme, on espère avoir des enseignants-chercheurs rapidement, à partir de 2020, c'est ce qu'a annoncé Monsieur Le Boulaire il y a quelques jours. Les premiers enseignants-chercheurs infirmiers pour développer la discipline de sciences cliniques infirmières en université. La formation, le tutorat, le coaching des équipes avec l'accompagnement et la mise en place de cette recherche dans la pratique. Le leadership dans la gestion de projet et l'accompagnement de comment on réorganise et comment on innove pour pouvoir mettre en place ces nouvelles pratiques. La collaboration, bien évidemment, puisqu'on s'inscrit vraiment dans l'interprofessionnalité. Et les prises de décision éthiques avec un raisonnement et toujours à mettre le patient en avant. Alors, les domaines d'activité, je vais les reprendre un petit peu, puisque j'en ai parlé brièvement. Donc, moi, je fais une validation en pathologie chronique stabilisée, prévention, polypathologie courante et en soins primaires. J'ai une collègue qui est dans la salle qui fait qui est en domaine d'oncologie et hémato-oncologie. Il y a aussi la maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale et la santé mentale et psychiatrique qui arrive là pour le mois de septembre, dont les textes sont encore en cours de validation. Pour les pathologies chroniques, on en a 8 pour lesquelles on peut intervenir. Donc, dans le suivi et l'accompagnement de nos patients. Donc accident vasculaire cérébral, artériopathie chronique, cardiopathie, maladie coronaire, diabète de type 1, de type 2, maladie d'Alzheimer et autres démences, maladie de Parkinson et épilepsie. Donc en fait, on voit bien que ce sont les pathologies chroniques avec une prévalence les plus importantes aujourd'hui dans nos pays. Quelle est la nature de la pratique avancée? Donc, comme je vous l'ai dit, elle intègre la recherche, l'éducation, la pratique et l'organisation. Donc, toutes ces notions-là font partie de notre activité. Elle implique un haut niveau d'autonomie, elle repose sur le suivi individuel des patients, elle fait appel à des compétences élargies dans le domaine de l'évaluation clinique, de l'application du jugement clinique et du raisonnement clinique, par rapport à notre formation initiale et la formation au socle, ce qui nous permet d'avoir cette vision et cette prise en charge globale de nos patients. Elle utilise les principes de la consultation avec anamnèse, examen clinique, préconisation, prescription. Elle implique des actions de planification, de mise en œuvre et d'évaluation de projet. Et elle positionne le professionnel infirmier comme une ressource de première ligne pour les usagers. Même si aujourd'hui, effectivement, on n'a pas accès directement à nous, il faut que ça passe par un médecin, et c'est le médecin qui nous adresse les patients. Alors les missions, j'ai essayé de le schématiser un petit peu, par rapport aux usagers, par rapport aux professionnels, à la recherche et au leadership. Ces missions, elles vont être, on va dire, infirmière en pratique avancée dépendante et dépendante du projet et de l'implantation où va se développer la pratique avancée. Évidemment que moi qui suis sur un secteur où je suis en maison de santé, je ne vais pas aller m'installer en oncologie. Je ne vais pas aller proposer mes services en oncologie. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ce métier est un métier
transversale qui s'appuie sur des connaissances et un savoir qui est spécifique à l'infirmière et qui, aujourd'hui, l'infirmière, on lui a permis d'obtenir des outils supplémentaires pour continuer à prendre en charge ses patients et pour avoir une réflexion plus avancée et plus poussée sur la prise en charge de nos patients. Par rapport aux usagers, ça va améliorer la prévention des risques. On va pouvoir promouvoir la santé sur... donc on parlait tout à l'heure, je suis un petit peu embrouillée, je suis désolée. On parlait un peu tout à l'heure on parlait de la promotion de la santé. Donc, c'est parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure de politique et il disait que dans les territoires où il n'y a plus rien, on ne peut rien faire par rapport à la prise en charge de nos patients et l'accès aux soins. S'il n'y a pas de service public, s'il n'y a pas de politique qui accompagne justement la promotion de la santé. Il y a une dame ce matin qui est intervenue sur qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'on transmet et est-ce qu'on a tous une culture de qu'est-ce que c'est que la santé en fait. Comment on peut garder ce capital santé et le maintenir. L'OMS, par la charte d'Ottawa, nous enjoint à participer à cette promotion de la santé. Donc en fait, aujourd'hui, l'infirmière de pratique avancée, elle s'inscrit complètement là-dedans, tout en ayant un plan de soins personnalisé pour chaque patient qu'on va suivre. Effectivement, on s'inscrit sur le suivi aujourd'hui et pas du tout sur le diagnostic. C'est pour ça qu'on vient en complémentarité et en complémentarité de l'activité du médecin. On va bien sûr faire en sorte que la démocratie sanitaire s'installe dans nos milieux de soins et que la participation de nos patients puisse faire évoluer ces prises en charge et améliorer la qualité des soins. Pour le leadership, je vais passer dessus, puisque c'est plutôt sur les organisations et la mobilisation des moyens pour trouver la participation au projet et faire en sorte que tout ce paysage se transforme. Aujourd'hui, comme on le dit, les curseurs bougent et les lignes bougent pour tous les professionnels. La politique est en train de changer. Les textes ne sont pas encore tous sortis. On est tous un peu dans la perspective et dans les projections de ce que va être demain. Et en même temps, on nous demande de tout réformer et de tout bouger. Et nous, on ne fait pas exception. On vient, on arrive, on est nouveau. Et il faut qu'on apprenne, faut qu'on prenne nos marques, notre identité, et qu'en plus, on transmette aux autres ce qu'on est et ce qu'on va faire. Donc ça, c'est tout un travail de leadership qui n'est pas simple au quotidien, mais qu'on s'attache à faire. La recherche nous permet d'appuyer nos connaissances et d'intégrer ces données probantes dans les soins et dans ce qu'on peut apporter dans notre pratique. Et enfin, la collaboration avec les autres professionnels et la connaissance de notre système de santé qui est bien compliqué pour permettre une interprofessionnalité et la coordination des soins. Voilà, je vous ai mis quelques messages que j'aurais voulu vous faire passer. Développer l'expertise dans le cœur de métier infirmier pour l'exercice en pratique avancée. S'inscrire dans une logique de parcours de soins, de santé et de vie. Privilégier l'approche par mission. Développer un haut niveau de raisonnement clinique fondé sur les données probantes. Innover dans les pratiques et le leadership. Autonomie collaborative, pluriprofessionnelle et co-construction des projets de soins et de santé. Accompagnement du patient en situation complexe, du soignant et de la structure. Et tout ça en subsidiarité avec pertinence et efficience. Est-ce qu'on enchaîne tout de suite sur la deuxième présentation ou... Oui ? D'accord. Alors, juste peut-être deux petits mots introductifs pour présenter le docteur Jean-François Thébault, qui est
cardiologue de formation, qui est actuellement donc président du Haut Conseil au développement scientifique et pédagogique de la formation continue, et qui donc à ce titre pilote en fait tout le développement de ce programme donc scientifique et pédagogique. Donc vaste responsabilité dont il nous parlera de façon pluriprofessionnelle. Cette fois, on élargit le scope, on n'est pas que sur le périmètre des infirmières. Dans le cadre de cette mission, il est aussi responsable de l'homogénéisation du fonctionnement du DPC auprès des différentes catégories professionnelles. Et il est également garant de la qualité de ce dispositif et de son efficacité, c'est-à-dire de mesurer concrètement les impacts de ce DPC sur les pratiques des professionnels. Donc, il va nous présenter tout ça plus en détail et puis par la suite, on comprendra vos questions. Merci beaucoup. Merci au board de ce think tank de m'avoir invité à présenter ces sujets sur le thème donc, les professionnels face aux nouvelles pratiques de soins. Le sous-titre que j'ai mis, c'est bien entendu l'accompagnement du changement, puisqu'on est dans la séance de formation, j'y toucherai pas, séance qui a comme thème la formation. Donc c'est un enjeu dont on a parlé constamment. Jean Sibilla nous a dressé pour le champ de tout ce qui concerne les formations initiales, et je vais essayer de voir comment ça peut s'appliquer pour les professionnels qui sont en place, parce que en fait ces professionnels en place sont encore en exercice pour 15, 20, 30 ans. Et donc, il est absolument fondamental de les impliquer dans cette dynamique de changement. Et on ne peut pas se contenter d'attendre que les nouvelles générations arrivent pour initier des changements qui, de toute façon, se font tout seuls. Alors, mes liens d'intérêt, on vous les a cités. Je voudrais en rajouter un parce que ça va peut-être donner un éclairage particulier à certains de mes propos. Je suis membre du conseil d'administration de la Fédération des diabétiques, donc représentant également des usagers. C'est ma troisième ou quatrième vie avec un aspect, un angle différent. Donc les questions que je me suis posées à partir de la question posée par les organisateurs, c'est quoi ces nouvelles pratiques ? De quoi on parle ? Quelles sont-elles ? Sont-elles réellement nouvelles ? Parce qu'il y a un certain nombre d'entre elles ne le sont pas, ou du moins à l'étranger ne le sont pas, donc on a du benchmark. À l'étranger, comment ça se passe ? Comment on peut les accompagner ? Comment on peut inciter à s'engager dans ces nouvelles pratiques ? Et comment évaluer, et une chose qu'on fait très peu en France, comment évaluer ce changement et la qualité des process qu'on a mis en place pour accompagner ce changement ? Il y a un rationnel internationalement reconnu qui est celui de la responsabilité des pouvoirs publics et des représentations professionnelles, même si ces représentations professionnelles, généralement, n'agissent que quand elles le sont contraintes avec l'épée dans le dos, comme on l'a vu en Angleterre, avec les différents scandales sanitaires qu'il y a pu avoir, et c'est ça qui a mis en place les processus de recertification. C'est afin de garantir aux patients des soins sûrs de qualité, et j'ai mis nécessaire pour ne pas mettre le mot pertinent, parce que la pertinence a chez nous un concept particulier dans le cadre des programmes de l'assurance maladie qui est plutôt lié à l'efficience qu'à la réelle, qu'à la qualité et qu'à la qualité des soins. Réalisé par des professionnels compétents et régulièrement évalués, on va même dire maintenant, comme Jean Sibilla l'a annoncé, des professionnels certifiés, puisque c'est une procédure qui va se mettre en place et qui est inclue dans la loi santé, qui va donc impacter fortement au moins les processus, sinon les conditions, qui doit se faire selon les données acquises et récentes de la science. On en reparlera parce que c'est un sujet qui me paraît mériter un petit développement. Respecter les préférences des patients, qui est un concept qui est trop souvent oublié, y compris par le régulateur, et avec une efficience qui garantit l'égalité d'accès aux soins et la soutenabilité du système. C'est devenu une préoccupation de tous les systèmes de santé du monde, y compris les plus riches, et je dirais même surtout les plus riches, puisque c'est là où on dépense le plus, mais on ne peut pas dépenser sans compter. Alors, les nouvelles pratiques de soins ou les nouvelles pratiques dans les soins, quelles sont-elles ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les exercices, dans le mode d'exercice qu'on
qui existent actuellement. Alors la première nouveauté qui vient à l'esprit toujours, c'est l'éruption du numérique. Donc ça est fortement porté par la loi Ma Santé et par Ma Santé 2022 avec une modification au moins de l'appareil et du mécano législatif pour essayer de développer, de porter ça en France. Le travail pluriprofessionnel est quelque chose qui a émergé depuis un certain nombre d'années, mais qui commence à s'organiser. Des précurseurs comme Jean-Michel Chabot l'ont toujours défendu, et ça commence à venir dans la réalité. Une nouvelle problématique qui est apparue, qui est celle de territorialité, c'est-à-dire d'inscrire le patient et les professionnels dans un ensemble, dans un écosystème, comme on dit, et qui est régional, local, territorial. C'est bien sûr les CPTS dont on pourrait parler. Le virage ambulatoire, qui remonte déjà maintenant à quelques années, c'était dans la stratégie nationale de santé, avec le développement des interfaces ville-hôpital. Et dans le virage ambulatoire, il faut bien concevoir la prise en charge par les professionnels libéraux de ville de pathologie à l'hôpital, et non pas l'extraction des activités hospitalières vers des pôles d'activité hors les murs, mais correspondant toujours à celles de l'hôpital. Les relations et les engagements avec les patients, c'est pas nouveau cette affaire-là, hein, ça date de la loi du 4 mars 2002, c'est toujours en jachère un petit peu. L'évaluation et la régulation, c'est pas nouveau, c'est pour ça que je me permets de le citer. Ça date d'avril 96, les ARS, et d'août 2004 avec l'HAS, l'accréditation et ses différentes procédures. Et puis, on termine par le retour à l'EBM, dont on parle beaucoup, qui semble être une nouvelle pratique. Et ça m'intéressait de parler de retour de l'EBM, parce que quand on en parle, et très souvent, on oublie les 3 piliers de l'EBM. Quand on parle de l'EBM, la plupart du temps, on évoque essentiellement les données acquises de la science. Mais si on se réfère à la terminologie et à la description initiale, il n'y a qu'à prendre Wikipédia, c'est marqué d'ailleurs, le schéma, là, il vient de Wikipédia. Sackett et Rosenberg et compagnie n'ont pas décrit la pratique de l'EBM comme simplement l'application de la pratique des recommandations, des dernières données acquises de la science, qui reposent essentiellement sur la formation, mais ces 2 autres domaines, qui est l'expérience clinique du patient, qui repose en grande partie sur la formation qu'il peut avoir, formation initiale, puis formation tout au long de la vie, et qui va évoluer, et sur les préférences du patient. Ce sont ces 3 items qui constituent une pratique dite fondée sur des preuves. Fondée, c'est la meilleure pratique possible. Or, on a très souvent tendance à nous considérer que l'aspect des données de la recherche, des données des recommandations, en sachant que l'importance du contexte dans lequel on va les mettre en place, en fonction de l'expérience du patient et en fonction des préférences, de l'expérience du médecin, en fonction des préférences des patients, sont des données tout aussi fondamentales. Il y a une nouveauté. Est-ce que c'est nouveau ? Oui, il y a une nouveauté aussi dans le contexte sociologique. Les nouvelles technologies, ça a assez considérablement modifié au moins les relations entre les acteurs. Ce ne sont que des outils, ça ne modifie pas le fond, ça ne modifie pas le contenu, mais ça modifie fortement les relations avec les acteurs. Donc ces technologies de l'information et de la communication démarrent dans les cabinets médicaux avec une nécessité, c'est B2B, entre professionnels, dans les équipes pluriprofessionnelles, entre elles, dans les relations entre les professionnels et les usagers, les patients, et avec une de plus en plus forte interaction des usagers entre eux, avec l'apparition de groupes de patients, alors assez peu en France à travers les associations d'usagers, mais ça se fait beaucoup plus à l'étranger, et qui sont véritablement, on peut appeler ça une forme de contre-pouvoir, entre guillemets, à la toute-puissance médicale de patients qui expriment leur avis entre eux et qui cherchent des solutions et qui parfois participent même à la recherche clinique. En filigrane de tout ça, il y a bien entendu le risque d'ubérisation qu'on a évoqué, comment l'intelligence artificielle va être utilisée, et puis est-ce que ça risque pas de déboucher vers des flicages voire à la chinoise, puisque vous avez entendu tout ce qu'on met sur les capacités de l'intelligence artificielle en Chine, à la manière de pouvoir cibler les comportements, qui pourrait être quelque chose qui nous terrorise. La prise en charge de l'engagement et de la parole de patient, c'est quelque chose qui est récent et qui devient méthodologiquement fondé. On parle beaucoup des prompts et des PREMS, c'est-à-dire des mesures des résultats exprimés par les patients
et non pas tant par le médecin. On peut avoir une très belle intervention du genou et puis souffrir tout autant. On marche, mais on a toujours aussi mal. Et puis le ressenti de l'expérience patient, comment il a vécu tout ça, et est-ce que ça correspondait à son projet de vie, parce que c'est quelque chose qui est très important, et il commence à y avoir des indicateurs et des process pour le mettre en place. La nécessité de transparence des procédures, c'est quelque chose aussi qui fait une irruption et qui est nouveau dans la pratique. Et les professionnels de santé, les médecins en particulier, ont en France notamment beaucoup de mal à adapter. C'est la fin de l'entre-soi. On ne peut plus penser que les choses doivent être traitées dans le Cénacle du Conseil de l'ordre sans sortir. La population, les gens, les citoyens veulent avoir connaissance des informations allant jusqu'à, tout à l'heure Jean Sibilla en citait, des sites de notation qui se développent. Il y en a eu beaucoup qui se sont développés puis qui ont abandonné. Il y en a d'autres qui se développeront. De toute façon, ça viendra. Et comme il l'a dit, si la profession, les professionnels et les pouvoirs publics ne le font pas, ce sera fait par d'autres. La WhatsApp Docteur est la énième avatar de ce process, mais il y en aura d'autres. Dans un certain nombre de domaines, la santé est exemplaire, puisque le ministère de la Santé a déjà mis en place 2 sites qui sont accessibles à tout le public sur les liens d'intérêt et sur les conventions avec les industries. Il y a d'autres professions qui pourraient s'honorer d'en faire autant. Il y a un autre phénomène qui est nouveau, il me semble au point de vue sociologique, c'est qu'on voit à travers notamment les médias, les affaires traitées dans les médias, de plus en plus le transfert d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. On veut non seulement des résultats en termes de est-ce qu'on a mis en œuvre tout ce qui pouvait être fait, mais aussi en termes de résultats. Il y a une exigence de plus en plus. Plus la médecine avance, plus les résultats sont bons, plus les usagers sont en mesure d'exiger d'obtenir ces résultats. C'est un changement de paradigme important, même si le mot paradigme déplaît à certains dans la salle. Et puis c'est un sujet qui est devenu très politique. C'est ça qui est nouveau aussi en termes d'aménagement du territoire. Il n'y a qu'à voir, par exemple, la lettre ouverte de dimanche dernier ou du dimanche d'avant, je ne sais plus, dans le JDD, d'une centaine de députés de toute obédience, depuis les communistes jusqu'à des députés de droite, qui réclamaient plus de libéralisation dans l'utilisation de la téléconsultation pour désenclaver et pour améliorer l'accès aux soins. Donc ça, il y a des nouveautés sociologiques, et ça, toutes ces nouveautés-là, ça va être à prendre en compte dans la formation et dans les outils de formation. Alors le benchmark international, je vais aller vite, on voit que dans tous les autres pays, on retrouve à peu près les mêmes préoccupations, même si on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Et puis il y a des expériences étrangères qui montrent que ça a été fait. Et ce qui est nouveau pour nous, on parle des IPA par exemple, et de l'autonomie en action. Au Canada, l'autonomie elle est bien plus grande, puisqu'elle va dans le diagnostic et la prescription. En Afrique, il y a des infirmiers qui opèrent. Ici, à cette table, c'était bien expliqué il y a un mois ou deux par l'un des intervenants qui nous expliquait jusqu'où ça pouvait aller, etc. Donc, on a aussi à apprendre de ces pays-là. Paradoxalement, quand on voit l'étranger, et notamment dans les pays anglo-saxons, bien qu'ils soient très libéraux, voire libertariens, la parole des patients n'est pas tant écoutée que ça. Il y a très peu de pays, je crois qu'il y en a qu'un, qui est l'Angleterre, qui a mis un item dans la recertification des médecins, un item sur la parole des patients, sur la notation des patients. À ma connaissance, c'est le seul pays qui soit allé jusqu'à là. C'est dans la procédure de recertification chez nous, on voudra le mettre. Il y a 2 préoccupations internationales qu'on retrouve tout le temps. C'est le problème de la démographie, c'est-à-dire l'inadéquation entre les ressources humaines prévisibles, compte tenu de la durée de vie, de l'augmentation des pathologies chroniques, et la soutenabilité des dépenses du fait de l'augmentation constante des coûts des thérapeutiques et de l'innovation. Ce sont des phénomènes, même les États-Unis, ça fait l'objet d'éditos dans le New England ou dans le JAMA. Alors, question 4 posée, comment est-ce qu'on peut accompagner ce changement ? Alors malheureusement, les régulateurs jusqu'à présent se posent toujours d'abord des questions avant de mettre en place réellement le problème des moyens d'aborder. C'est d'abord une régulation financière. On le voit là, même dans la modernité, entre guillemets. On nous présente les ACO comme étant, aux États-Unis, comme étant le must de la régulation financière. L'article 51 de la mission Aubert essaye d'aller dans ce sens-là.
De la même manière qu'on va plus vers une régulation de l'offre, et on en a beaucoup parlé, plutôt que de partir des besoins. Et puis le régulateur, il se pose toujours la question, est-ce qu'il faut faire des incitatifs ou est-ce qu'il faut faire des sanctions ? Du côté, on voit qu'on a eu le mouvement chez nous des RMO qui étaient dans les années 90-93, référence médicale opposable pour les jeunes. C'était il n'y a pas lieu de faire. Et ce qui est assez amusant, c'est que dans des pays très évolués, comme les États-Unis ou le Canada, le même processus a été remis en place avec ce qui s'appelle Choosing Wisely, qui sont il n'y a pas lieu de faire, en se basant sur des recommandations. Le problème, c'est que des recommandations et des preuves, il n'y en a pas tant que ça. Quand je prends, par exemple, la cardiologie que je connais bien, on est à peine à 10% sur l'activité et peut-être même moins de recommandations de grade A. Dans 50% des cas, il n'y a pas de recommandation. Et dans les 40% des 50 qui restent, on est dans des recommandations de grade C. C'est-à-dire les recommandations qui sont du consensus d'experts. C'est-à-dire que c'est quand même très mou tout ça. Donc on voit l'importance pour la prise en compte de tout ça, de l'expérience de l'équipe, de la prise en compte de la protocolarisation et comment une équipe de soins peut s'approprier ces recommandations dans le contexte où elle travaille. C'est ça qui est très important. Alors, simplement, les diapos, vous les avez à disposition, donc je ne vais pas voir, mais ce problème de l'adéquation des méthodes de formation, d'évaluation de la formation, d'évaluation de la compétence sont extrêmement prégnantes dans un certain nombre de pays. Il y a eu assez récemment, donc en février, la publication d'un rapport de la BMS, l'American Board, le board, l'équivalent des spécialités médicales, la Fédération des spécialités médicales, on peut dire ça comme ça, même si ce n'est pas tout à fait vrai, qui a fait un rapport Vision pour le futur, en disant, avec un groupe d'experts, et qui a sorti 14 recommandations. Comment améliorer le dispositif ? Est-ce que le dispositif sert à quelque chose ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire avec en exergue un certain nombre de points clés et 14 recommandations, dont des recommandations qui font plaisir, j'imagine, ça fait le miel de Jean-Michel, qui le prône depuis des années et des années, c'est-à-dire qu'il y ait des stratégies d'évaluation qui soient tout au long de la vie, qui soient longitudinales, qui soient adaptées à l'apprentissage adulte, qu'on ne soit pas à passer des QCM. D'ailleurs, au passage, ils démolissent les QCM dans le rapport, qui est une identification des lacunes, plus qu'une satisfaction d'avoir participé à une formation cognitive intellectuelle. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des systèmes d'information, qu'il y ait une rétroaction rapide, c'est-à-dire qu'on met en place les processus pour corriger ces lacunes. C'est la route d'Heming, c'est pas nouveau, tout ça. Donc c'est au moins essayer de les mettre en place. Et puis un truc qui est intéressant que j'ai trouvé, c'est qu'ils disent finalement tout ce qui a été fait dans le thème de paiement à la performance, ce n'est pas à jeter. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est pas acheter. Ça quand même, on peut y trouver du bien, que ce soit dans les registres, surtout qui mettent en exergue, que ce soit le paiement à la performance, ou que ce soit les processus de sélection des praticiens dans les établissements, les structures ou les organismes de soins aux États-Unis, comme l'accréditation, le privileging ou le credentialing, qui permet à la structure de décider qui est autorisé à avoir une activité, quel type d'activité est autorisé à faire, pour ne pas tout faire, et avec une évaluation très régulière. Dans ce rapport, il y a très peu de place pour les patients et les résultats et les indicateurs des patients. 3 critères, disent-ils, et ça me paraît intéressant, 3 critères de motivation font avancer réellement les pratiques des professionnels. Le premier, c'est le désir intrinsèque de chaque médecin de fournir le meilleur soin. Ça, c'est très honorifique et nous sommes tous très fiers. Le deuxième l'est un peu moins. C'est que de manière assez constante, dans les processus de formation, les médecins ont tendance, c'est logique, c'est humain, à aller se former dans les activités les plus valorisantes. Que cette valorisation soit en termes de profil de carrière ou que cette valorisation soit en termes financiers. Et le dernier, c'est que un leitmotiv qu'on répète, c'est que les soins modernes sont dispensés en équipe. Et donc tous les processus de formation et les processus d'évaluation doivent se faire non pas de manière individuelle, mais en équipe, parce que c'est l'évolution. Et notamment pour l'évaluation des impacts, on ne peut pas évaluer l'impact d'un praticien tout seul ou d'un professionnel tout seul.
c'est celui de son équipe. Alors, comme les Américains réagissent très rapidement, le rapport, il était de février. Le 20 mai dernier ou le 17 mai dernier, il y a eu un billet d'humeur pour ce rapport dans le JAMA. Et hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y a la réaction de la BMS qui dit, bah voilà, on met en place une task force pour modifier ces choses et appliquer les recommandations. On va le faire. Ils ont nommé 5 personnes avec 5 groupes de travail de task force adaptés. Ceci dit, il ne faut pas oublier que la BMS ne représente en termes de résultats que de la formation d'entre 30 et 50% des médecins. La majorité des médecins, en fait, ne se sentent pas concernés, suivant que c'est dans l'État ou pas l'État, il y a beaucoup de variations. Donc, c'est important, mais ce n'est pas un processus qui concerne tout le monde aux États-Unis. On est passé, mais comme dans le monde entier, je crois, enfin tous les pays développés, d'une formation qui était purement cognitive au départ, c'est-à-dire axée sur les connaissances, puis progressivement sur les compétences, puis sur la pratique, et puis l'évaluation formative avec l'introduction de la gestion des risques et maintenant du management des équipes, bon, plutôt hospitalière. Et l'HAS a fait des modules de formation. Il y a le programme PACT, par exemple, et qui sont faits pour justement cette formation en équipe en reconnaissant. On essaye de faire la même chose, et on va le voir en ambulatoire, c'est plus difficile. Il faut dire aussi que dans tous les pays, il faut constater aussi que dans tous les pays, en France comme ailleurs, à côté de l'université, qui a sa place bien entendu dans la formation continue et le développement professionnel, il y a toujours eu une très forte implication des représentations professionnelles, que ce soit les sociétés savantes, que ce soit les organisations professionnelles syndicales, par exemple, ou que ce soit pour certaines professions, les ordres. Si on prend les kinés ou les podologues, par exemple, c'est l'ordre qui organisait l'évaluation des pratiques professionnelles pour ces professions. Et parallèlement à cette forte implication des représentations, la puissance publique, elle a essayé de contraindre le dispositif de plus en plus. Et cette contrainte, elle est de plus en plus limitée pour une raison malheureusement pragmatique, c'est qu'on a voulu faire coller le contenu d'une obligation à une capacité de financement. Si bien que d'une obligation qui est généralement admise dans les autres pays, on va parler en crédit, en heures, en ce que vous voulez, en points, en ce que vous voulez, mais qui est de l'ordre, en gros, de 30 à 50 crédits ou 30 à 50 heures de formation par an pour les médecins en fonction des spécialités et du risque de chacune des spécialités. En France, l'obligation réglementaire, elle est constituée à 2 actions, enfin 2 programmes sur 3 ans. C'est-à-dire, en gros, 20 heures ou 21 heures sur 3 ans. On voit qu'on est très loin du compte. Parallèlement, et déontologiquement, scientifiquement, professionnellement, socialement, les professionnels savent qu'il faut maintenir ces connaissances et utilisent d'autres moyens qui sont donc la formation classique, mais aussi des initiatives qui sont institutionnelles ou privées, comme l'accréditation des équipes à risque, qui a fini par rentrer dans le dispositif de DPC, mais il a fallu du temps pour que ça y rentre, ou la protocolarisation qui est faite, donc ça c'est purement privé, au sein des équipes. On voit donc que la prise en compte dans ce changement des pratiques par les professionnels eux-mêmes est finalement beaucoup plus importante que ce qu'est en mesure de mettre sur la table la collectivité ou l'État. Et là, j'y arrive, là en l'occurrence, DPC dans tout ça. Qu'est-ce que l'agence du DPC est capable de mettre en place? Je termine. Qu'est-ce que l'agence du DPC est capable de mettre en place? Eh bien, c'est le parent pauvre. On a une obligation, je viens de le dire, qui est limitée à capacité de financement, c'est-à-dire 2 actions tous les 3 ans, 21 heures en théorie de droit de tirage pour les médecins par an, sous réserve que tout le monde n'en tire pas, et ça permet de former en gros un tiers des médecins 21 heures par an, donc c'est pour ça que c'est tous les 3 ans. On a un cadre réglementaire et financier qui est contraint et très limité, notamment pour les non-médecins, parce qu'encore les médecins sont les parents riches, entre guillemets, de la dotation de l'agence, avec pratiquement, pas tout à fait la moitié, mais 40% des dotations de l'agence. Les autres professions se partagent le reste. Et cette dotation, elle est exclusivement pour les libéraux. C'est contraint, en plus, dans les thèmes,
pour des orientations prioritaires, c'est-à-dire que le champ en fait de notre amélioration des pratiques est beaucoup plus large que ces simples orientations prioritaires. Il n'y a pas d'intégration de la pratique professionnelle, de ce qu'on peut faire en pratique professionnelle dans le cadre de la validation du DPC. À titre d'exemple, on vient de refuser un organisme qui fait dans un programme des RMM dans l'établissement. Donc les RMM sont partie du programme, mais sont faites dans l'établissement. Évidemment, l'organisme ne rentre pas dans l'établissement pour aller faire signer, pointer les RMM des praticiens. L'agence refuse de le prendre en charge parce que dans l'établissement, il n'y a pas un organisme qui pilote et qui est là pour contrôler. On voit qu'on est vraiment par le petit bout de la lorgnette de cette affaire-là. Il y a, par ailleurs, les professionnels ont une grande part de responsabilité aussi, parce que quand on fait le bilan des actions qui sont faites, on voit que la majorité des actions qui sont choisies par les professionnels sont des actions de type cognitif et principalement en congrès, c'est-à-dire celles... C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est celles qui ont le moins de valeur ajoutée en termes de conduite du changement, d'amélioration du changement. Par rapport aux autres, le pluripro, on a beaucoup de mal à le mettre en place, la gestion des risques, les déclarations des événements indésirables associés à soi. Hormis l'accréditation, ce sont des processus qui sont extrêmement difficiles à mettre en place. En plus, le dispositif actuel, je me permets un gros mot, il profite à des organismes prédateurs qui arrivent à faire des formations cognitives à un grand nombre à la fois, très lucratives, dans d'autres, alors que les budgets collectifs ne sont pas fléchés sur ce qui pourrait être le plus utile pour l'accompagnement des politiques publiques de santé ou pour l'accompagnement des politiques conventionnelles. N'oublions pas quand même que pour les libéraux, l'argent, elle vient de la Convention. Initialement, l'argent, c'était des honoraires de médecins différés, enfin des honoraires de professionnels libérés, enfin médecins au départ et après les autres. Aujourd'hui, c'est une dotation directe de l'assurance maladie, donc ce sont des fonds publics. Et puis, la capacité de régulation de l'agence, je vous l'ai dit, elle est très limitée. Elle est quasi limitée à ce qu'elle finance, et ce qu'elle finance, c'est que les libéraux. Donc pas de visibilité sur le reste. Et puis, je ne vais pas vous parler de retard sur les systèmes d'information, y compris ceux de l'agence document de traçabilité, parce qu'il ne faut pas trop charger la barque. Alors, on a quand même essayé d'améliorer ça, c'est la conclusion. Donc, on a fait, au Conseil du DPC, on a voulu privilégier 4 ou 5 axes qu'on appelle axes de développement, privilégier les formations autour des actions pluriprofessionnelles, ça correspond d'ailleurs à une saisine ministérielle. Ça veut dire quoi, privilégier? Ça veut dire faire des appels d'offres auprès des organismes, désolé pour la faute d'orthographe, et flécher des budgets, essayer de sanctuariser des budgets pour inciter les gens à faire du vrai interprofessionnel. C'est-à-dire pas des séances dans un congrès avec des pharmaciens, des médecins, des infirmiers, mais faire des équipes. Et là, il y a une grosse difficulté pour les organismes d'aller au niveau territorial, mailler le territoire. Intégrer l'engagement des patients dans les programmes, développer les programmes innovants et puis, si possible, développer la formation à l'innovation et mesurer les impacts du DPC, ça va nécessiter des outils d'évaluation. Alors là, qu'est-ce qu'il faut évaluer? Je vous ai épargné la pyramide de Kirkpatrick. Est-ce qu'il faut évaluer les processus, les résultats, les outcomes des patients? Quel maillage à cette évaluation? Nationale, épidémio, mais macro, méso au niveau régional, départemental, micro à l'échelle de la CPTS, ou alors nano au niveau de l'équipe. C'est évidemment à ce niveau-là qu'on pourrait avoir les meilleurs effets d'évaluation, les meilleurs impacts. Mais ça, pour le moment, tant qu'on n'aura pas les systèmes d'information et les indicateurs qui correspondent, c'est une gageure. Merci beaucoup. J'ai été un peu long, je suis désolé. Bon. Merci. Tu n'as pas été long parce que c'est bien le principe de nos réflexions de fond. Mais enfin, malgré tout, le temps passe. Et que surtout nos jeunes amis sont là, donc on voudrait... vous avez une question ? Bon, alors moi j'en pose une ou deux quand même. À Tatiana d'abord. Je ne sais pas si vous l'avez dit, Tatiana, mais il y aura combien la montée... Vous permettez que je pose une question ? La montée en charge, c'est-à-dire combien on aura d'IPA à court terme ? Il parle de 5000 IPA avant la fin du quinquennat. Et on représentera à peu près entre 2 et 3% de la population de toutes les infirmières. D'accord. Ça va changer. Ouais, et ma question était, ça va changer. Est-ce que ça va, selon vous, changer, enfin selon vous, mais là tout le monde peut y participer, est-ce que ça va profondément changer, puisqu'on a des expériences étrangères, notamment américaines,
le fonctionnement, je pense que Dominique a une opinion là-dessus, l'ensemble en réalité de la profession, notamment parce que c'est une profession qui va être un modèle, vous l'avez dit. Alors en fait, je pense que cette profession va effectivement faire monter en compétence toute la profession. Et c'est parce qu'on va s'asseoir, on va développer nos savoirs propres. Et du coup, les jeunes vont s'en saisir très rapidement. Et c'est la raison pour laquelle la filière universitaire est amenée à se développer. Oui. Moi, si je peux rajouter, déjà, donc, Tatiana et Julie sont mieux placées que moi, parce que moi, j'attends une passerelle pour pouvoir être TPA plus tard, donc j'ai juste mon master de TP pour le moment. Comme le disait Jean-François, récemment au Québec, on vient de s'affranchir complètement de la prescription médicale. Elles ont une autonomie, on n'en est pas là. Nous, on est encore, comme elle le disait, en protocole d'organisation avec le médecin qui accepte qu'elles prennent tel ou tel patient. J'ai eu la chance d'être au Congrès international de Barcelone et on s'aperçoit, là on prend une claque dans la figure qu'on est en retard sur tous les pays, que les infirmières de pratique avancée au Libéria ont une place énorme, aussi bien dans le pratiqué mais dans la population, en Asie aussi. Aux États-Unis, ça a commencé depuis longtemps. J'ai eu la chance de connaître la première infirmière de pratique avancée, Maudrine Schroeder, qui nous disait qu'elle avait eu les mêmes problèmes qu'en France. Et là, moi, j'ai déjà, elle le sait mieux que moi, mais j'ai quand même des exemples de collègues là, qui viennent de faire leur premier stage pour la validation de l'expérience des études secondaires. Là. Et en fait, déjà, il y a des cardiologues, des gérontologues, des gériatres et des néphrologues qui ont découvert qu'en ayant une infirmière de pratique avancée, alors qu'elle n'est pas nommée, qu'elle est en stage. Et en fait, ils ont un amas de connaissances dû à l'expertise clinique de l'infirmière et à sa prise en charge globale qui rebat les cartes. Lui, il est plus dans l'appareil et ça lui ouvre des horizons. Et il faut savoir que même par rapport à la T2A, on est capable de requalifier une prise en charge d'un patient qui est suivi par une infirmière de pratique avancée, ce qui, au niveau économique, pour les services, c'est quand même vraiment important. Donc je pense qu'il y aura vraiment une plus-value et les chiffres qui s'annoncent là montrent qu'il y a de plus en plus d'infirmières qui veulent y aller. Oui, j'avais une question à poser à Tatiana. Vous les voyez où comme mode d'exercice ? Vous voyez où ? Vous voyez un exercice plutôt hospitalier ou para-hospitalier pour suivre les patients qui ont été hospitalisés. Vous voyez dans les cabinets de médecins spécialistes pour accompagner des patientèles de pathologies chroniques, insuffisance cardiaque, oncologie, etc. Et d'ailleurs, au passage, ça pourrait être d'autres métiers avancés, en pratique avancée, qui ne soient pas des infirmières, que ce soit des manipulateurs radio, que ce soit suivant la technicité. François Pelaine est là, il était là, il pourrait en parler longuement. Vous voyez dans les cabinets, maisons de pluridisciplinaires de soins primaires, vous voyez dans les cabinets d'infirmières. Où est-ce que vous voyez physiquement ? Partout. Oui, mais à 5000, vous ne serez pas partout. Non. Alors, où est-ce que vous voyez ? 5000 d'ici la fin du quinquennat, et après on sera 20 000, un peu plus de 20 000. Vous, idéalement, où est-ce que vous préfériez être ? Idéalement, c'est surtout, on est dans la transversalité, donc on va répondre surtout à l'offre, aux besoins. Donc là, aujourd'hui, effectivement, c'est dans les maisons de santé ou en CPTS pour la ville et pour les soins primaires. Après, ça peut être aussi en cardiologie, comme le disait Dominique. Ça peut être en réanimation, ça peut être en oncologie, ça peut être vraiment... Voilà, ça va être un peu partout. Et c'est surtout, je pense que ça va être dépendant de celles qui se forment. Parce que comme je le disais tout à l'heure, moi, je fais du libéral depuis 15 ans et c'est ma spécialité. Donc si je me forme, c'est pour me mettre en application dans mon milieu de soins actuel, dans mon expérience. Oui, voilà. Après, dans les faits à l'université, aujourd'hui, on a à peu près 26 infirmières libérales qui vont sortir formées au mois de juillet et 47 hospitalières pour cette année. Et pour les années suivantes, c'est moitié-moitié. Tatiana, franchement, pour Dominique et les autres, c'est une étape pour vous, franchement.
Oui, parce Ouais. qu'aujourd'hui, il y a tout à faire. On est Et tu dans crois- et la les naissance. Et les médecins vont supporter ça, vont porter. C'est pas supporter, Non, c'est mais pas. supporter en termes américains, supportive. Pour le moment, c'est plutôt un enjeu de prise de possession. C'est pour ça que je posais cette question un petit peu pervers, parce que alors, je me place au-dessus, hein, je ne veux pas prendre parti. Mais quand je discute avec mes collègues, les médecins généralistes voudraient avoir les infirmières de pratique avancée dans leur cabinet pour pouvoir, comme ils disent, monter le niveau de leur cabinet. Je ne suis pas convaincu que ça doive se passer dans ce sens-là. La compétence, le délégant, enfin, pour prendre un terme caricatural, le délégant doit avoir la compétence. On ne peut pas prendre quelqu'un pour faire un exercice si on n'en a pas la compétence, ça me paraît ça. Les spécialistes, ils aimeraient bien les avoir avec eux parce que ça permet de donner un nouveau cadre, et on voit avec les assistants médicaux, on le voit avec eux pour un autre cadre pour le suivi des pathologies chroniques, la télésurveillance, tout ça. Quant aux hospitaliers, ils aimeraient bien les avoir avec eux pour être le pseudopode de l'établissement hospitalier et suivre à domicile les patients qui sont passés dans le service. Donc aujourd'hui, quand j'interroge au HCAM, puisque ça fait partie de mes responsabilités de travail actuelles, et que j'interroge les gens, voilà les réponses que j'ai. Et nous, une question qu'on pose, candidement, naïvement, bon, mais il ne va pas y avoir partout des maisons pluridisciplinaires, mais il y a des cabinets d'infirmières partout. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des cabinets d'infirmières libérales qui se développent avec, dans leur sein, des infirmières de pratique avancée qui font un relais, sans être les officiers de santé, mais qui font un relais territorial d'une prise en charge d'expertise qui dépend d'un centre, que ce soit de l'oncologie, que ce soit une pathologie lourde comme ça. Donc c'est une question qu'on pose. Poser une question. Ouais. Alors, c'est pas vraiment une question. Donc, je suis Julie, je suis la deuxième IPA là, de la salle, ou bientôt IPA en tout cas. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites, monsieur. Je crois que déjà, dans le cadre de la loi, on ne peut pas exercer de manière, faire un cabinet en gros d'IPA, puisqu'on doit exercer au sein d'une équipe coordonnée par un médecin. De par la loi, de toute façon, on exercera au sein d'une équipe pluriprofessionnelle coordonnée par un médecin. Mais pas forcément dans les mêmes murs. Ah oui, si on parle de murs, effectivement, là, on est dans autre chose. Mais surtout, je voudrais revenir sur un point d'attention sémantique qui me paraît extrêmement important. Vous dites le médecin veut vous monter son cabinet en compétences par l'approche, par la plus-value de l'implantation d'une infirmière pratique avancée, mais donc lui-même doit détenir ses compétences. Mais l'infirmière en pratique avancée, elle est infirmière, et le médecin n'a pas les compétences de l'infirmière par définition, puisqu'on est dans deux champs disciplinaires qui ne sont pas les mêmes. Donc l'infirmière apportera une plus-value à la prise en charge par le développement de ses savoirs propres, effectivement en ayant obtenu des compétences qui relevaient jusqu'à présent du champ médical, qui est la prescription médicale par exemple. Mais il faut bien faire attention. Et le problème, en fait, c'est qu'on nous présente comme des super infirmières, petits docteurs, presque médecins. Personnellement, je vais avoir fini donc 5 ans de formation, et je ne m'estime pas du tout être un petit médecin ou un presque médecin, pas du tout. Je suis une infirmière qui développe ses compétences dans le cadre de sa discipline, qui est la discipline infirmière et l'accompagnement du patient, etc. Et par exemple, les sciences infirmières sont extrêmement développées dans beaucoup de pays, pas encore en France parce qu'on n'a pas de filière universitaire qui nous est propre, mais qui va arriver avec la création des CNU là très prochainement, et puis les premiers recrutements d'enseignants-chercheurs dans la filière infirmière en 2020. Donc la recherche en sciences infirmières va se développer, et effectivement toute la profession infirmière, toute la discipline va monter en compétences, mais dans sa discipline, on n'est pas un métier, les IPA ne sont pas un métier intermédiaire. Le président des doyens disait ce matin, j'aime pas l'entre-deux. Mais on n'est pas entre-deux, on est pleinement infirmier en fait. Voilà, c'est juste une question de sémantique qui me paraît très importante, parce que même la ministre nous présente comme un métier intermédiaire qui va suppléer ou plus ou moins remplacer. Et d'ailleurs, il y a des fois des réticences médicales à cause de ça, mais finalement, elles vont faire notre boulot alors qu'elles n'ont que 2 ans de formation. Nous, on en a 12 ou... Non, on ne fera pas leur boulot, en fait. On fera le nôtre, et on le fera bien, et on le fera de manière plus avancée que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Ce n'est pas le sens du tout de mon questionnement. Hein. Ce n'est pas le sens de mon questionnement. C'était une question sur votre mode d'exercice, les conditions d'exercice. Alors aujourd'hui, les conditions ne sont pas définies, puisqu'il n'y a pas de modèle économique.